israélienne, condamnation aussi des fusées ridicules du Hamas, là, et les ambassadrices de l'Union européenne refusent de voter la résolution. Mon ami Régis Debray a écrit « Ils ont enlevé le casque, mais en dessous la tête est restée coloniale. Quand des Blancs massacrent des Arabes, le réflexe s'ouvre. » Alors, sur le double langage permanent de l'Occident, et historiquement détenteur de ces extraordinaires droits de l'homme et de la femme, hein, toujours on utilise encore ce langage-là, qui sont l'essence même de toute civilisation humaine sur Terre, sans le respect des droits des 37 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il n'y a pas de civilisation possible sur Terre, quelle que soit la superstructure idéologique, socialiste, libérale, etc., sans le respect de ces valeurs qui nous viennent des Lumières et de la Révolution américaine et de la Révolution française, il n'y a pas de... C'est le minimum vital de l'humanité, si vous voulez. Bon. Et pourtant, ils sont devenus des instruments de domination et ont perdu ce qui est leur essence, leur capacité de modificatrice, de modificateur de réalité. Il n'y a pas dans le monde, malheureusement encore, un tribunal international des droits de l'homme. Il y a la Cour pénale internationale qui commence à fonctionner, quand la Convention a été signée par 108, presque seulement la moitié des États, qui ne s'appliquent pas aux Américains, aux Israéliens, etc., etc. Et donc, quand il n'y a pas de sanctions judiciaires possibles, la seule force qu'ont ces droits, c'est la crédibilité accordée à la parole du sujet parlant. Et quand cette crédibilité est détruite par le sujet parlant lui-même, puisqu'il fait le contraire de ce qu'il proclame, alors la validité tombe en miettes. Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples de ce double langage. Un deuxième poème, le poète que je cite beaucoup dans ce livre, c'est Volé Soninka, le premier prix Nobel africain de littérature, dont l'œuvre est équivalente, enfin qui fait contrepoids en anglais, si vous voulez, en quelque sorte, à l'œuvre formidable d'Aimé Césaire. Il raconte cette histoire qui montre le double langage et le mépris, l'impression de mépris profond qu'il provoque dans les peuples du Sud. En 2007, en avril, le Nigeria, autre chapitre, je vais aller très vite, autre chapitre, le Nigeria, c'est le 8e producteur de pétrole du monde, le premier d'Afrique, avant l'Angola, 2,2 millions de barils par jour. Donc un pays infiniment riche, qui est tenu totalement par Texaco, Total, Exxon, etc., par les sociétés étrangères qui exploitent les 17 États de la Fédération dans le Delta. Depuis 1965, une dictature militaire totalement corrompue suit l'autre. Alternance entre l'Ouest chrétien Yoruba, le dernier Obasanjo, ensuite les nordistes musulmans, généraux nordistes musulmans, qui prennent le relais, négocier, etc., etc. Corruption effroyable sur la liste du Human Development Index du PNUD, afin qu'il mesure le bien-être, la sécurité, l'alphabétisation, la sécurité alimentaire, etc., etc., selon les 5 critères. Le Nigeria est en 11e dernière position. En 11e dernière position sur 192 pays. Un pays où l'attente de vie est de 57 ans, etc., etc., effroyable. 40% de la population est sous-alimentée, alors que le Nigeria est, je le répète, le 8e producteur du monde. Le Nigeria vote en avril. Vote en avril 2007, enfin ratifie par le vote la mascarade du passage du pouvoir de Obasanjo à Yoramaru. Obasanjo est donc l'ancien général Yoruba qui était président, chrétien, d'Ibadan, et Yoramaru, c'est l'homme du Nord, musulman, etc., dont le clan prend le relais.
l'Union européenne envoie des observateurs qui font bien le travail. Plusieurs centaines d'observateurs à la demande de la société civile, à la demande du Commonwealth, etc., qui vérifient comment se déroule dans les 36 États, parce qu'on vote dans les 36 États pour les gouverneurs, pour l'Assemblée régionale, nationalement pour le président, pour l'Assemblée nationale, etc., comment se déroule ce processus électoral. Van Berg, qui est le chef des observateurs, revient à Bruxelles et livre un rapport totalement désastreux. Il dit c'est une mascarade, c'est les urnes bourrées par les militaires, c'est une farce totale, une insulte au peuple, une farce totale. Joura Amaru n'a aucune quelconque légitimité démocratique. En juin de la même année, donc 2 mois plus tard, il y a le G20. Et c'est Mme Merkel, qui est aussi présidente de l'Union européenne à ce moment-là, Mme Merkel, qui convoque les collègues chefs d'État à Heiligendamm, c'est-à-dire au Mecklenburg, une station balnéaire sur la Baltique. Et depuis Chirac, le G20 à Évian, 6 ans avant, le G20 a toujours invité d'honneur des autres continents, des gens qui ne font pas partie évidemment du G20, parce que c'est une grande puissance industrielle qui sont, mais pour représenter leur continent. Un peu une opération de politesse, d'estime, de respect. Et Merkel invite, pour représenter les peuples africains, Joura Amaru, dont l'Union européenne, je le répète, 2 mois avant, a publiquement dénoncé l'illégalité totale de son régime, tous les assassinats qui ont eu lieu durant le mois d'avril et avant, etc., etc. Et Volesonic a dit le mépris. Hein, le mépris disparaît, terminé. Ça, c'est le double langage, dont les Occidentaux souvent ne se rendent pas compte. Je peux très bien comprendre les diplomates allemands qui prennent la liste des pays africains, qui disent, oulala, c'est le plus peuplé, 147 millions d'habitants, hein, c'est le plus peuplé des pays africains, c'est un des plus riches où nos entreprises ont le champ libre, etc., le plus juteux pour ses profits. Donc on va, Taboucha, inviter ce chef d'État. On comprend tout à fait comment ça se passait, avec un mépris total pour la dignité, bien sûr, des Nigériens. Donc le double langage. La troisième source de l'aide de l'Occident, et bien sûr l'ordre du monde que les oligarchies dominantes de l'Occident ont imposé à l'humanité entière. Je prends très rapidement quelques indicateurs, puisque j'étais 8 ans rapporteur des Nations Unies, malgré tous les efforts contraires américains et autres, pour le droit à l'alimentation. Quand on est suisse, c'est pas mal, hein, parce que Kofi Annan me connaissait, j'étais le premier rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation, m'a nommé, les Occidentaux ne lisaient pas beaucoup mes livres, évidemment, ils ne savaient pas de qui il s'agissait. Les Africains ont dit, ah, c'est un nègre blanc, très bien, on le connaît, parfait. Paf, j'ai été élu, et ils ne se sont pas très bien rendus compte que ce n'était pas tout à fait un Suisse aussi neutre qu'ils ne le croyaient. Et on a mené ce combat, je dis collectivement, avec mes collaborateurs, pour imposer, judicialiser, rendre judiciable le droit à l'alimentation à travers la réforme agraire, à travers la défense pour le bien public de l'eau contre la privatisation, etc. Des combats. Et les Américains ont voté contre chacun de mes rapports, contre chaque renouvellement de mon mandat, etc. Et avec une diffamation. Bon. Bref. Donc je prends la faim comme indicateur. Je pourrais prendre d'autres indicateurs. Tous les 5 secondes, un enfant en dessous de 10 ans meurt de faim. Maintenant, nous parlons. 100 000 personnes meurent de faim ou de cécité immédiate par jour. Et 963 millions de personnes, 12 millions de plus que l'année dernière, sont gravement et en permanence sous-alimentées sur cette planète. Et le même World Food Report, donc de la FAO, le même